Pologne, l'état de siège est suspendu. Le général Jaruzelski vient de l'annoncer à la veille du premier anniversaire de la militarisation du régime. Les socialistes et la politique économique du gouvernement en France, au colloque du PS sur les nationalisations, les ministres plaident pour le pragmatisme. Lionel Jospin demande une politique plus socialiste. Reprise demain du procès des geôliers du baron Empin, la victime va enfin parler. Saint-Étienne relève la tête, les Verts ont vaincu Bordeaux 3-1, le nouveau président du club, Paul Bressy, invité de ce journal. Obywatelki i obywatele. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego uważa, iż powstały warunki do zawieszenia stanu wojennego. Madame, Monsieur, bonsoir. Les conditions sont remplies pour une suspension de l'état de siège en Pologne. Telle est la phrase, vous venez de voir la phrase clé du discours que le général Jaruzelski, l'homme fort du régime polonais, vient de prononcer à la télévision et à la radio de son pays dans un discours qui a duré très exactement 19 minutes. Demain, 13 décembre, il y aura un an, jour pour jour, que la Pologne aura survécu avec quelques soubresauts sous une législation d'exception. Le Parlement polonais, la Diète, doit se réunir demain et après-demain pour examiner une éventuelle révision de cette législation avant de la voter, au plus tôt à la fin de la semaine. Mais le discours du général Jaruzelski vient à l'instant d'éclairer les intentions du régime. L'état de siège n'est pas maintenu, il n'est pas non plus levé, il est suspendu, Jean Offredo. Oui, exactement, c'est à quoi nous attendions depuis longtemps, nous l'avions dit sur cette antenne. Le général Jaruzelski donc demande demain à la Diète de suspendre l'état de siège. Le Conseil militaire de salut national restera en place jusqu'à la levée totale que le général espère pour bientôt, pour le plus tôt possible. Et en même temps, il a essayé de justifier la politique jusqu'à maintenant avec des accents où il y avait un peu de churchillisme, si j'ose dire. Je ne fais pas de promesses, il nous attend beaucoup de difficultés, mais nous avons suffisamment de moyens pour nous en sortir. Et puis, il a aussi parlé du parti en disant le parti a des tâches à remplir, nous allons procéder à une réforme des cadres administratifs, des cadres politiques, et puis il a également parlé de l'internement et de l'amnistie. Écoutez. L'internement ne sera donc plus pratiqué. Quant à l'amnistie, elle ne sera pas totale, mais elle pourra être limitée pour répondre à des mesures positives dans la société, et c'est un processus qui est engagé. Alors justement, Lech Walesa a rendu public hier, en tout cas auprès des organes de presse occidentaux, le texte d'une lettre qu'il a adressée au général Jaruzelski. Walesa, qui assistait hier aux obsèques de l'évêque auxiliaire de Gdansk, son protecteur spirituel, et qui faisait ainsi sa première apparition dans une cérémonie publique depuis sa libération. Walesa, donc, par cette lettre, se posait en interlocuteur naturel du pouvoir, même si la majorité des Polonais n'ont pas eu connaissance de l'existence de la lettre et encore moins de son contenu. Est-ce que le contenu de cette lettre peut avoir, d'une façon ou d'une autre, influencé le général Jaruzelski dans son discours de ce soir, Jean Offredo? Non, certainement pas. Il n'y a pas de réponse aux questions directes posées par Lech Walesa. Bien sûr, si sur la notion d'internement et sur la notion d'amnistie, mais qui est... Parce que ces questions étaient celles-là, donc. Il y avait que les internés soient libérés. Mais dans son discours, le général Jaruzelski a, si vous voulez, exposé un peu les motifs de la demande demain en disant c'est à la Diète, c'est au Parlement de donner les mesures concrètes. Donc il faut attendre vraiment demain et après-demain pour savoir les suites concrètes de cet appel. Et donc la suspension de l'état de siège, selon le général Jaruzelski, se justifie par l'amélioration des conditions internes en Pologne. Exactement, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social, et sur le fait que le dialogue peut être possible avec la société
toute l'année ayant mis un petit peu la Pologne devant des nouvelles réalités, devant des nouvelles donnes. Les mots de pluralisme syndical n'ayant pas été prononcés dans ce discours. Non, pas du tout, ni les notions de pluralisme syndical, ni non plus les notions qui étaient demandées dans le discours de Wałęsa, dans la lettre, de réintégration en particulier des ouvriers. Là, il y a une espèce d'attente encore pour les députés demain. Donc une déclaration de principe, mais en fait du flou sur le dispositif réel qui va s'appliquer en Pologne à partir de demain. Exactement. En tout cas, Moscou s'apprête à renforcer son aide économique à la Pologne. Le vice-président du Conseil des ministres de l'URSS vient de quitter Varsovie sur des promesses dans ce sens. Et dans le même temps, le gouvernement polonais réagit très sèchement aux dernières déclarations du président Reagan à propos de la Pologne, des déclarations qui, selon Varsovie, ne sont qu'arrogance et ingérence inadmissibles dans les affaires polonaises. Il n'est fait aucune allusion à la proposition américaine d'apporter à la Pologne une aide économique comparable au plan Marshall en cas de retour à la démocratie. La situation en Pologne, mais surtout les développements internationaux de l'enquête liée à l'attentat manqué contre le pape, vont dominer à Rome les entretiens que doit avoir le secrétaire d'État américain George Shultz avec le gouvernement italien et avec le Vatican. L'Italie se passionne maintenant pour une affaire qui, au bout de la piste bulgare, implique le rôle joué par Moscou. Et les dernières précisions du Vatican sur une lettre envoyée par le pape à Léonid Brejnev au sujet des événements de Pologne pimentent encore l'affaire. De Rome, Victor Vraman. Non, Jean-Paul II n'a jamais menacé Léonid Brejnev de se rendre en Pologne au cas où la situation s'aggraverait. Oui, effectivement, Jean-Paul II a envoyé un message à Léonid Brejnev à la fin de 1980 pour lui dire combien il était préoccupé par la situation en Pologne. Voilà ce que vient d'annoncer le Vatican. Évidemment, si Jean-Paul II avait menacé Léonid Brejnev, cela aurait donné un argument de poids à ceux qui affirment que les soviétiques, le KGB, avaient tout intérêt à se débarrasser de Jean-Paul II. Mais d'un autre côté, est-ce que Jean-Paul II avait besoin de menacer alors que déjà il apparaissait comme le protecteur spirituel de Solidarité et de Lech Walesa? Combien de fois n'a-t-on pas dit que les soviétiques n'oseraient pas intervenir en Pologne à cause du pape? Et Jean-Paul II n'a jamais hésité à mettre en garde publiquement contre une intervention étrangère par Polonais interposés. Je me souviens que quelques jours à peine après l'attentat place Saint-Pierre, un responsable du journal du Vatican, l'Osservatore Romano, m'avait dit « Nous sommes sûrs et certains que ce sont les soviétiques qui ont organisé l'attentat contre le Saint-Père ». Maintenant que les Bulgares sont impliqués à 100% dans cet attentat, et étant donné que la justice italienne a découvert les vrais coupables, on comprend que le Vatican n'ait aucune raison d'en remettre et de dire « Oui, c'est le KGB qui a voulu tuer Jean-Paul II ». Réalisme et utopie, ce sont les deux pôles qui ont délimité la réflexion du Parti socialiste sur la politique économique du gouvernement, réflexion exprimée hier et aujourd'hui à l'occasion d'un colloque sur la voie française des nationalisations. Les ministres Jacques Delors, Jean-Pierre Chevènement et Jean Auroux ont défendu le pragmatisme. Les militants, à commencer par le premier secrétaire Lionel Jospin, ont défendu leur doctrine. Et la controverse s'est d'abord cristallisée sur l'éventuelle création d'une banque nationale d'investissement. Laurence Graffin. Effectivement, au départ, hier, cet incident, Jacques Delors s'oppose à l'idée d'une banque d'investissement chargée d'assurer le financement de toutes les entreprises nationalisées. Idée lancée par plusieurs responsables du PS. Et Jacques Delors accuse, on veut affaiblir son ministère. Ce matin, fin du colloque, Lionel Jospin confirme que l'idée de banque d'investissement est dans le programme du PS et qu'il y reste fidèle, tout en comprenant que le gouvernement puisse trancher dans un sens différent. Mais au-delà de l'incident, son discours va plus loin. Il constate que le gouvernement a du mal à concilier l'économique et le social et déclare qu'on ne doit pas en rester soit au tout de l'utopisme, soit au rien du réalisme. Les entreprises publiques, notamment les nouvelles entreprises nationalisées, doivent indiscutablement être efficaces sur le plan économique. Mais en même temps, je pense qu'elles doivent introduire entre la direction, l'encadrement et les travailleurs dans l'entreprise de nouveaux types de relations. Et les gens à la base, quand je les entends, ont tendance à trouver que dans les entreprises publiques, ça ne change pas assez vite. Et ça, c'est peut-être l'utopie de vouloir que ça change tout de suite. Mais il faut aussi accepter les évolutions, sinon alors on refuse tout au nom du réalisme. Sondage.
Apparemment, si on en croit le discours de Lionel Jospin, le gouvernement penche trop du côté du réalisme. Par exemple, la politique sociale des entreprises nationalisées. Trop de gens disent que rien n'a changé, affirme Lionel Jospin. Il cite le cas de la sidérurgie, en état de décomposition sociale, et il déclare que dans certains cas, l'État doit décider au-delà des directions. Deuxième critique économique, celle-là, Lionel Jospin constate que les banques sont maintenant nationalisées, qu'elles ont de l'argent, et que pourtant elles n'en font pas assez pour les entreprises. Sous-entendu, on a les moyens pour promouvoir une politique plus dynamique, plus socialiste, et on ne s'en sert pas. Alors l'année dernière, à la même époque, Jacques Delors avait déclenché toute une polémique en affirmant la nécessité d'une pause dans les réformes. Il semble bien qu'aujourd'hui le problème de la pause soit repris par Lionel Jospin, mais dans l'autre sens. Ce n'est pas seulement à Jacques Delors, c'est au gouvernement qu'il demande d'aller plus vite. Il est vrai que certains, au cours de cette semaine, ont interprété les résultats des élections prud'homales comme un avertissement. Il est vrai aussi que les municipales ne sont pas loin. En tout cas, André Bergeron, qui s'exprimait aujourd'hui devant un groupe de militants de la région parisienne, est venu à la rescousse du ministre de l'économie. Pour le secrétaire général de Force ouvrière, Jacques Delors a raison de ne pas vouloir centraliser davantage le financement des entreprises nationalisées. Autre renfort, plus inattendu encore pour Jacques Delors, le secrétaire général du RPR, Bernard Pons, qui présidait aujourd'hui des assises de la banque organisées par son parti, a pourfendu le projet d'une banque nationale de l'investissement. Monsieur Delors a reproché au Parti socialiste de ne pas avoir réfléchi pendant 20 ans d'opposition à cette banque nationale d'investissement qui vient comme un cheveu sur la soupe. Alors pourquoi le Parti socialiste sort-il cette vieille lune? Ça fait partie tout simplement de la lutte à mort entre les différentes tendances qui existent au sein du Parti socialiste. Nous en avons vu un exemple ces jours-ci avec la démission forcée de M. Jean-Pierre Cotte. Là, c'est la tendance de M. Chevènement, la tendance la plus marxiste, qui veut se donner un instrument, c'est-à-dire une banque d'État de type socialiste, capable de lui permettre de changer la société. Est-ce que ça signifie que vous êtes d'accord avec la politique de M. Delors? Non, pas du tout. M. Delors applique la politique du gouvernement qui se caractérise par un échec politique, un échec économique et un échec social. Comment voulez-vous que je sois d'accord avec une politique qui se caractérise par 3 échecs? Les résultats des nationalisations, la politique économique et sociale du gouvernement, l'attitude des patrons, autant de thèmes qui seront évoqués mardi aux États généraux des entreprises organisés par le CNPF. Toutes sortes de sondages viennent à point nommé dans la presse éclairer la vision que se font les patrons français de leur situation. Ils sont très inquiets selon le sondage que publie Le Point de cette semaine et un autre encore très complet que publie L'Expansion. Le CNPF a commandité son propre sondage dont les résultats sont intéressants. 40% des Français jugent le profit indispensable. 58% estiment que pour faire face aux difficultés économiques, il faut faire confiance aux entreprises et leur donner plus de liberté. Toujours selon le sondage commandité par le CNPF, 75% des salariés font confiance à leur patron. Il fut un grand baron de l'industrie. Avant d'abandonner le contrôle de ses entreprises, il reste baron et victime. Édouard Jean Ampin, enlevé en janvier 78 et séquestré pendant 63 jours avant d'être libéré, va enfin parler demain à la cour d'assises de Paris. Après une première semaine d'audience où les 8 personnes inculpées pour séquestration et non pas pour enlèvement ont défendu leur cas, le procès recommence demain avec la déposition de la victime. Paul Lefebvre. Ce procès comportait sans nul doute 2 moments difficiles pour le baron Ampin. D'abord, l'ouverture des débats le premier jour, son face-à-face, mais cette fois à visage découvert, avec ceux qui l'ont séquestré, du moins quelques-uns d'entre eux, séquestrés et mutilés. Ensuite, et c'est demain, sa déposition, c'est-à-dire les heures, plusieurs et longues, au cours desquelles il va raconter, donc revivre, les 63 jours de sa séquestration. Demain, on saura donc si le baron a gardé des souvenirs inédits. Demain, on saura peut-être quelle sorte de contact, en forme de menace, les ravisseurs en fuite ont établi après la libération de leurs victimes. Jusqu'à présent, après cette audition de la cour d'assises, 3 questions restent sans réponse malgré les efforts du président Versigny. D'abord, où sont les 2 endroits dans lesquels le baron Ampin a été retenu prisonnier avant d'être transféré dans le pavillon de Savigny-sur-Orge? Deuxièmement, qui a décidé et surtout pratiqué la mutilation sur la main de l'otage? Enfin, troisièmement, qui était le cerveau de l'enlèvement d'Édouard Jean Ampin? Si on savait qui, on saurait peut-être mieux pourquoi. Parmi les 8 inculpés, 4 sont en première ligne, les autres ne pèsent pas lourd.
D'abord, Alain Caillol, capturé au cours d'une tentative de remise de rançon le 24 mars 1978 sur l'autoroute du Sud. De l'enlèvement, il prétend ne rien savoir et pas grand-chose de la séquestration, mais personne n'oublie que d'un seul coup de téléphone, il a fait libérer le baron. Son frère François, avec lequel il avait rendez-vous près de l'autoroute du Sud, après l'heure de la remise de rançon. Lui aussi s'est tenu à la thèse d'une succession de hasards. Bernard Guillon, le baron affirme avoir reconnu sa voix juste après l'amputation. Enfin, Georges Bertoncini, locataire du pavillon de Savigny, il dit n'être qu'un modeste receleur entraîné dans cette affaire par Daniel Duchâteau. Daniel Duchâteau, l'arlésienne de ce dossier, le gangster abattu sur l'autoroute au cours de la fusillade du 24 mars 1978. Tout le monde l'accuse, avec d'autant plus de facilité que les morts, vous savez, ne parlent pas. Comme se taisent également les complices qui ont échappé à la justice et qui suivent le procès en lisant les journaux. 3-1, un match bien enlevé, une victoire capitale sur le deuxième du classement. Les Verts ont enfin joué au football cet après-midi à Geoffroy-Guichard face aux Bordelais. Le résumé de la rencontre, Olivier Ray. Cet après-midi, on attendait donc les joueurs stéphanois au tournant face à Bordeaux. Soutenus par plus de 15 000 supporters, les Verts ont réagi. Ils se sont véritablement rebiffés. Et c'est ainsi que dès la 14e minute, les Stéphanois voyaient leurs efforts récompensés grâce à ce but du jeune Oleksiak. Pris à la gorge par des Stéphanois transcendés, les Bordelais allaient encaisser un deuxième but 3 minutes plus tard. Sur ce coup franc, tiré en force par Zanon, Delâché, le gardien bordelais, était battu. Saint-Étienne menait 2-0. C'était d'ailleurs le score à la mi-temps. Dans les tribunes, le public avait retrouvé de la voix et sur le terrain, les Verts avaient enfin le moral. Pourtant, Bordeaux réagissait et allait réduire la marque en obtenant un pénalty pour une faute de Castaneda sur Spetch. Alain Giresse, le petit capitaine bordelais, ne laissait pas passer cette occasion de réduire la marque. Mais les Stéphanois se reprenaient très vite et sur une très bonne contre-attaque menée par le jeune Paganelli, c'est Johnny Rep qui marquait le 3e but pour Saint-Étienne, qui gagnait donc 3-1 ce match si important. C'est la première victoire de Saint-Étienne depuis le 26 octobre. Une victoire qui met, au moins pour le moment, un terme à la descente aux enfers des Stéphanois, qui joueront un autre match important mercredi contre Nantes. Monsieur Bressi, bonsoir. Vous êtes le nouveau président de l'AS Saint-Étienne. Les téléspectateurs qui ont suivi Stade 2 tout à l'heure vous ont entendu vous présenter. Vous êtes un chef d'entreprise, dites-vous. Vous êtes aussi maintenant le patron d'un club qui a été durement secoué ces derniers temps. Alors, le match de cet après-midi veut-il dire que les Verts ont surmonté la caisse noire, le président Rocher et leurs propres états d'âme? Bonsoir, madame. Pour moi, le passé... Et je l'ai dit et je le redis, le passé est mort. Ce qu'il faut penser, c'est l'avenir. Caisse noire, tout ça, c'est oublié. Aujourd'hui, je pense que les Verts ont fait une démonstration de ce qu'ils peuvent faire. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils continuent dans ce sens. Alors justement, pour ressouder cette équipe, il a fallu, j'imagine, réajuster des salaires qui émargeaient en partie jusqu'ici de fonds non officiels. Les joueurs, en tout cas, paraissent à nouveau motivés, là. Je pense que vous anticipez sur la question des salaires et je ne sais s'il y a eu des salaires officiels ou pas. Je sais que les joueurs sont payés, mais je ne sais pas encore combien, car il n'y a que 72 heures que nous sommes à la direction de l'ASS et notre premier souci, ça a été de recréer une osmose entre les joueurs et le comité de direction et je crois que nous y avons réussi. Alors justement, vous, Monsieur Bressi, est-ce que vous êtes un président de paille, un président de transition, ou est-ce que vous comptez survivre aux différents courants qui sûrement continuent de s'affronter au sein du club? À ma connaissance, les courants se sont arrêtés, les passions se sont tues, et quant à ma survie... La dernière, sous le regard de Jean-François Robinet. Alors, compte tenu de votre placement au championnat, est-ce qu'il est complètement irréaliste maintenant d'envisager de finir la saison en tête de première division ou vous êtes optimiste? Oh, il ne faut pas trop pavoiser, madame. Encore, nous avons bien du chemin à faire pour arriver à remonter dans le classement. Et personnellement, ce que je souhaite, c'est que nous restions en première division et que nous soyons au moins dans les 10 premiers. Maintenant, si nous continuons dans
tel qu'on a vu se dérouler le match aujourd'hui, et s'il nous est possible d'en arriver dans les 5 premiers, ben je crois qu'on aura rempli notre mission totalement. Monsieur Vressy, merci et bonne chance au vert. Merci, madame. Un mot de ski avec le triomphe des Suisses qui ont pris les 5 premières places aujourd'hui à Val d'Isère dans le premier supergéant de la Coupe du Monde masculine. Peter Muller a remporté l'épreuve et prend ainsi la tête de la Coupe du Monde, dont les épreuves vont maintenant déménager à Val Gardena en Italie pour recommencer à la fin de la semaine. Yannick Noah a remporté cet après-midi le tournoi de Toulouse, de tennis bien sûr, en battant le Tchécoslovaque Smith. Une victoire intéressante pour le Français qui est ainsi qualifié pour les Masters et qui remonte dans le classement des joueurs professionnels. Gilles Cosanet. Une journée tranquille donc pour Yannick Noah qui remporte le tournoi de Toulouse facilement face au Tchécoslovaque Smith, classé 28e joueur mondial. Un tournoi qu'il n'avait pas à l'origine inscrit à son programme mais qu'il a finalement joué pour s'assurer de sa place dans les 12 premiers du classement du Grand Prix et par là participer au Masters en janvier à New York. C'est donc chose faite, même si c'est sans doute de la 12e et dernière place dont il va hériter. En attendant, il n'a pas eu vraiment de difficulté à battre Smith en à peine plus d'une heure et en 2 sets, se permettant même de terminer sa partie, balle de match comprise, par 3-S. En somme, ce fut aussi une bonne répétition pour un éventuel France-Tchécoslovaquie en Coupe Davis la saison prochaine. Les courses hippiques maintenant avec les résultats du tiercé qui s'est couru à Auteuil cet après-midi. Premier à l'arrivée, le 9, le 6 et le 2. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre, un peu plus de 2000 francs. Voilà, vous voyez la dernière ligne droite, la dernière haie. Et vous allez voir s'inscrire les rapports, donc pour 5 francs dans l'ordre, un peu plus de 2000 francs. Dans un ordre différent, un peu plus de 300 francs. À l'approche des fêtes, n'oublions pas nos amis, n'oublions pas non plus les plus fidèles d'entre eux, les chiens et les chats. On compte en France 16 millions d'animaux dits de compagnie et la Société protectrice des animaux a organisé aujourd'hui une opération de Noël un peu particulière. Son but, offrir aux animaux abandonnés un maître pour Noël. Jérôme Camille. Avec 12 jours d'avance, la SPA et l'association Assistance aux animaux ont décidé de faire de ce dimanche le jour de Noël des bêtes abandonnées. Dans tous les refuges de France et à Paris, au parc des expositions, des chiens et des chats ont été proposés à l'adoption. Contre 350 francs, représentant vaccination et tatouage, 500 bêtes ce soir ont trouvé un nouveau maître. Chaque année dans la région parisienne, il y a 15 000 chiens d'abandonnés et dans toute la France, il y en a 150 000 par an. On veut sensibiliser absolument les Français, le public, que s'il y a des adoptions, s'il y a des abandons, donc des adoptions, c'est qu'il y a eu des chiens abandonnés. Et il faut absolument éviter les reproductions. Il faudrait appliquer une politique de limitation des naissances. Et ça vient, c'est un petit peu dans le public, dans l'esprit du public maintenant. Et d'ailleurs, je dois vous dire que aussi bien Assistance aux animaux que la SPA ne placent que des bêtes stérilisées en ce qui concerne les chattes et les chats. Pour les chiens, en raison du coût des opérations, on ne peut pas le faire. C'est trop lourd pour le budget de ces associations. Et voilà, ce chien qui jusque-là n'était qu'un matricule vient de trouver un nouveau compagnon. Et la polémique continue à Morlaix, en Bretagne, où une trentaine de chiens, vous le savez, ont été abattus pour enrayer une contamination éventuelle de la rage. Parlons enfin du temps. Le Pays Basque et les Landes ont été touchés à leur tour par la tempête qui souffle sur tout le pays. Alors Philippe Dumez, que nous réservez-vous pour demain ? Eh bien, demain, la situation météorologique est un peu compliquée, mais disons que dans l'ensemble, la situation sera à l'instabilité. Notre photo satellite, vous allez le voir, nous révèle tout un tas de petits nuages blancs qui sont organisés en cellules. Et à cause de l'air froid, eh bien, ils vont nous amener cette instabilité. Demain matin, le temps sera très nuageux et pluvieux de la Corse aux Ardennes. Et ensuite, en cours de journée, eh bien, seule la région s'étendant du Massif central aux Alpes et aux Ardennes sera encore très nuageuse. Partout ailleurs, ce sera un temps variable, avec même de très belles éclaircies en Bretagne.
Il faut noter que les chutes de neige auront lieu pratiquement toute la journée sur tous les versants nord des massifs montagneux, aussi bien les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Et puis, une nouveauté pour demain, il y a de forts risques d'averses de neige sur tout le nord-est de la France et il n'est pas impossible non plus que cette neige approche la région parisienne. Signalons que les vents dans la Manche et dans l'Atlantique sont toujours très forts et on prévoit même encore qu'ils souffleront en tempête. Espérons simplement qu'ils feront un peu moins de dégâts que ces jours derniers. En soirée enfin, le Mistral et la Tramontane souffleront avec violence. Il y a aussi un petit risque d'orage sur la Corse, mais rien de bien très sérieux. Pour la fin de la journée, cette zone de nuages va s'écarter en partant comme ceci vers l'est et disparaîtra de la France. Pour les températures, eh bien, elles sont légèrement en baisse, de l'ordre de 1 à 2 degrés en moyenne. Il ne faudra pas espérer plus de 4 degrés à Lille, 8 degrés à Brest toutefois, 7 à Bordeaux, 10 à Perpignan et 12 en Corse. Mais attention, sur toutes les régions de la Côte d'Azur, ces températures ne sont valables que pour les côtes. Dans l'ensemble, les températures sont quand même assez fraîches demain. Demain, c'est la fête des Lucies. Et puis, le soleil se lève à 8h37 pour se coucher, comme hier, à 16h52. À 23h15, vous retrouverez Hervé Claude pour un dernier journal. Je vous rappelle les titres ce soir. En Pologne, l'état de siège est suspendu. Le général Jaruzelski l'a annoncé dans un discours radio-télévisé à la veille donc du premier anniversaire de la militarisation du régime. Les socialistes et la politique économique du gouvernement, au colloque du PS sur les nationalisations, les ministres ont plaidé pour le pragmatisme. Lionel Jospin a demandé une politique plus socialiste. Enfin, reprise demain du procès des geôliers du baron Empain, c'est au tour du baron de déposer. Avant de nous quitter jusqu'à demain soir 20h, des images étonnantes maintenant, des images qui viennent d'être primées au Festival de l'image sous-marine d'Antibes-Juan-les-Pins. Roger Morino d'Antenne 2 a en effet mis au point le premier système vidéo pour tourner sous l'eau. Vous allez juger du résultat, il est étonnant. À demain, bonsoir.